Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Diapason. On va voir aujourd'hui, et comme je l'avais promis, la première vidéo sur la manipulation et on va voir plus particulièrement le duo toxique manipulateur-manipulé. Tout simplement parce que le manipulateur n'existerait pas en tant que tel s'il n'avait pas finalement une audience, s'il n'y avait pas quelqu'un à qui manipuler. Et comme il existe des gens qui sont très manipulateurs, il existe également la victime idéale, on va dire, du manipulateur. Alors c'est Christelle Petit-Colin sur laquelle je vais m'appuyer, c'est ses dires et en fait ses observations. C'est ni une scientifique ni une psychiatre, mais elle a coaché un certain nombre de personnes victimes de manipulateurs et autant elle a pu faire le portrait robot des manipulateurs dans un premier temps, dans 3 livres sur les manipulateurs, autant elle a pu aussi faire le portrait robot de la victime du manipulateur qui est souvent un HPI ou un surdoué. D'où les 2 autres livres qui sont Je pense trop et Je pense mieux, mais également son tout dernier qui est Pourquoi trop penser rend manipulable, où justement on va mettre en relation et le manipulateur et sa victime favorite. Donc elle l'explique très bien, le manipulateur, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir l'âge mental d'un enfant, c'est plutôt un garnement plutôt qu'un véritable enfant gentil et sage, alors que le manipulé, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir l'âge mental d'un adulte et qui va essayer d'être raisonnable, le plus souvent possible objectif, etc., etc. Alors que le manipulateur, lui, il va systématiquement faire des caprices, être dans la frustration qu'il ne gère absolument pas. Et puisqu'il ne gère pas la frustration, c'est là qu'il va devenir très toxique pour la personne qui est manipulée. Dans les différences ou dans la dualité, on va se retrouver également avec une estime de soi qui est côté manipulateur surestimé, complètement surestimé, et côté manipulé, complètement sous-estimé. Et même le manipulateur, ça a été montré, après c'est dans d'autres bouquins que j'ai pu lire ça, l'estime de soi chez le manipulateur, elle est au départ en fait très sous-estimée, mais donc du coup, l'estime de soi, c'est uniquement l'image qu'on veut donner de soi, et l'image qu'on veut donner de soi, dans ces cas-là, elle est vraiment surestimée sur sa valeur. Donc, manipulateur surestime au moins de son image, et manipulé sous-estime systématiquement de soi. Chez le manipulateur, on va retrouver une familiarité très directe, très vite, qui va arriver plutôt vers un côté qui va être très intrusif finalement. Un manipulateur, il va être capable de ce qu'on appelle le mansplaining, c'est-à-dire vraiment prendre toute la place, ne pas être forcément dans une politesse absolue, justement, vis-à-vis des gens qu'il ne connaît pas, et très vite. Alors que chez le manipulé, on va retrouver plutôt une timidité au départ, mais qui aboutit vers une chaleur humaine qui est véritable, parce qu'il y a un besoin chez le manipulé de connecter de façon intime avec son interlocuteur au fur et à mesure. Mais par contre, il ne prend pas de place et il reste vraiment poli, même voire un peu sur le retrait dans le départ, plutôt sur l'observation, alors que le manipulateur va beaucoup plus se montrer. Le manipulateur sait extrêmement bien mentir et le manipulé est plutôt crédule et plutôt ingénu. Le manipulateur va profiter des autres, il va profiter de leur temps, il va profiter de leur disponibilité, il va profiter de leur argent, il va profiter de leur intelligence, il va profiter d'eux, alors que le manipulé, finalement, il n'est pas du tout dans le « donnez-moi quelque chose », il va plutôt être dans le « je vous donne les choses pour que vous m'aimiez », parce qu'il doit avoir un manque affectif quelque part, la plupart du temps c'est le cas.
Concernant le pardon et la remise en cause, un manipulateur, jamais il va pardonner à quelqu'un, ou alors juste en surface, et jamais il va se remettre en cause lui-même. C'est d'ailleurs pour ça que même s'il accepte de faire 1 ou 2 séances de psychanalyse ou de psychologie ou de psychiatrie, il ira jamais beaucoup plus loin parce qu'il ne veut pas se remettre en cause et qu'il n'estime pas être la cause du malheur qui est là. Ça, c'est un truc qui est vraiment systématique. Il y a volonté absolue de ne pas aller voir un psy qui pourrait rendre mal à l'aise ou qui pourrait tout simplement voir qui le manipulateur est véritablement à l'intérieur, derrière une façade qui est très séductrice, qui est très belle, qui est très forte, qui paraît complètement indestructible, complètement indestructible, voire complètement idéaliste. Au contraire, la victime du manipulateur, donc le manipulé, lui, il va très souvent pardonner, souvent en tort et à travers, en pensant que l'autre, si il l'a pardonné, l'autre ne refera pas la même erreur et que tout ira bien, ce qui est souvent assez faux. Mais c'est ce côté ingénu qui veut reconnaître absolument par idéalisme le côté gentil et mignon de tout le monde et qui va complètement avoir un déni face à des gens qui sont tout simplement mesquins et donc qui peuvent mentir, voire être méchants, voire être violents. Et on va retrouver c'est ce qui donne au départ une grande intelligence justement chez les personnes qui sont manipulées, intelligence du cerveau ou intelligence du cœur, peu importe, c'est cette remise en cause permanente du soi, de ce qu'on a fait, de oui, je suis désolée, oui, c'est moi qui aurais dû faire les choses autrement, oui, j'aurais... Sans se dire que quand on a un problème, c'est jamais l'un qui a complètement tort ou l'autre qui a complètement tort, c'est toujours une part de l'un et une part de l'autre. Ce qui fait que le manipulé va systématiquement être à se pardonner, et puisque le manipulateur va dire dans ces cas-là, si tu veux me pardonner, ça veut dire que tu avais tort et que du coup j'avais raison. Et donc du coup, lui, ça le renforce dans sa position. Comme quoi, être capable de bien remettre en cause les choses, c'est le point de départ finalement d'une grande capacité d'adaptation, de compréhension, donc d'intelligence, mais vu qu'elle n'est pas couplée à une bonne estime de soi-même, en général, ça casse. Chez le manipulé cette fois. Concernant le discours, on va chez le manipulateur retrouver pas mal de discours qui vont être en double contrainte. Alors je ne sais pas si vous connaissez la double contrainte, c'est un peu, vous l'avez forcément lu dans Astérix et Obélix en Corse, c'est quand on demande à Obélix ou Astérix, je ne sais plus, comment est-ce qu'il trouve sa sœur, et puis Obélix répond mais elle est très jolie ta sœur, et le Corse s'énerve, quoi, elle est très jolie ma sœur, et du coup Obélix ou Astérix, je ne sais plus, répond non, je voulais pas dire ça, non, elle est pas du tout, je suis pas du tout intéressée par ma sœur, et là le Corse s'énerve encore plus, quoi, tu ne la trouves pas jolie, ma sœur, elle n'est pas assez bien pour toi, etc. En fait, quoi que Obélix ou Astérix répondent dans tous les cas, il a tort. Et le manipulateur, il adore mettre son interlocuteur face à un dilemme de ce genre, et c'est vraiment un peu un jeu qu'il va mettre en place tout le temps, qui va être complètement insidieux, mais de toute façon, ça va mettre l'interlocuteur face à un dilemme où, quoi qu'il réponde, il aura tort. Une autre forme de discours chez le manipulateur qu'on va retrouver beaucoup, c'est l'arrivée jusqu'au point Godwin. Alors le point Godwin, c'est l'arrivée dans un discours, dans une conversation où on va donner l'exemple de la Shoah, donc vraiment un exemple de l'histoire extrême pour pouvoir se comparer à ça.
En fait, il n'y a rien qui est comparable à la Shoah, donc en fait, c'est se victimiser ou culpabiliser l'autre le plus possible, justement, pour arriver à ses fins, mais c'est vraiment une forme de discours qui est extrême et qui, justement, peut invalider la pertinence de ces discours parce que c'est déjà manipuler la personne quand on fait une comparaison à la Shoah, etc. Alors le manipuler, il n'a pas vraiment de discours tout préfet, il est plutôt, lui, pas vraiment dans le discours, il est plutôt dans l'écoute, il est plutôt dans essayer de comprendre mieux les choses, et oui, il va pouvoir parler de lui, il va essayer de bien poser les choses, mais il sera toujours en remise en cause et il sera toujours à l'écoute des autres. On peut retrouver aussi les manipuleurs qui ont un état compétitif, je veux dire permanent, avec le reste de l'humanité. Ils vont se comparer avec un tel, un tel, un tel et un tel et se réjouir de les battre, se réjouir de finalement s'élever parce qu'ils ont mis la tête des autres dans le caca. Alors que ce qui va être le plus jouissif finalement chez un manipulé ou chez un HPI, ça va être de s'améliorer soi-même, de découvrir des nouvelles choses par soi-même, d'être meilleur que ce qu'il n'était actuellement et de voir le chemin parcouru. Ça, c'est plus jouissif finalement. Mettre la tête des autres dans le caca, c'est pas un truc qui les intéresse. Donc du coup, ils ont tendance à pas trop se comparer aux autres. Surtout qu'en plus, ils aiment pas trop ça puisqu'ils ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes. Alors on se retrouve dans tout ce portrait robot, vous allez retrouver beaucoup de gens en fait, tout simplement. Les manipulateurs, c'est des comportements qui sont très prisés, même par les films, par toute la publicité. C'est vraiment plébiscité et par les films et par les médias d'être manipulateur finalement, ou d'avoir des comportements de manipulateur. C'est-à-dire d'avoir finalement d'être très familier, très intrusif, d'être hyper séducteur, etc. De profiter le plus possible de la vie aux dépens des autres, peu importe, pourquoi pas. C'est presque quelque chose qui est plébiscité puisque c'est montrer son pouvoir, sa force, etc. Au contraire, le manipuler, alors souvent il va être critiqué parce qu'il est trop sensible, parce qu'il est trop machin, parce qu'il est pas assez. En fait, de toute façon, il n'est jamais soi-disant adapté à son milieu, il est toujours critiqué, il est souvent dépressif, et on va en retrouver quand même pas mal dans les HP quelque chose, ou dans les gens qui sont plus sensibles que la moyenne, donc qui sont soit hyper sensibles, soit HPI, comme moi par exemple, qui donc au potentiel intellectuel, donc qui sont très sensibles et en même temps parce que c'est une caractéristique de leur cerveau. Ils y peuvent pas grand-chose. On se retrouve aussi avec les âmes éveillées, justement, qui se disent éveillées puisque c'est une très forte énergie yin qui les habite et donc une émotionnalité très importante qui va les habiter, et dans ces cas-là, cette hypersensibilité qui est liée à l'éveil, qui n'est pas forcément intrinsèque mais qui est liée à l'éveil, eh ben, elle peut rendre vraiment manipulable parce que cette hypersensibilité, elle peut s'accompagner de nuits noires de l'âme, que ce soit dans les flammes jumelles ou pour les parcours d'âme éveillée et simple. Elle peut s'accompagner donc d'états dépressifs, de besoins, d'attachement aux autres, tant qu'on n'a pas fait en fait un véritable travail sur soi-même, on est toujours manipulable et hautement manipulable. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie vraiment de faire paraître dans cette vidéo, c'est que vous êtes manipulable. Il faut vraiment en avoir conscience. Vous tous qui m'écoutez, puisque si vous êtes sur cette chaîne, c'est que en règle générale, vous avez un côté hypersensible, vous êtes tous manipulables. Et c'est de votre faute. Si vous êtes manipulé, il y a plein de comportements que vous pourriez changer, il y a plein de choses dont vous pourriez prendre conscience pour pouvoir être meilleur dans votre discernement de
qu'est-ce qui est les croyances, qu'est-ce qu'on veut m'inculquer un peu de force, qu'est-ce qui est mon savoir, comment je jongle un peu avec tout ça. Et ça, c'est des choses qui sont importantes également à faire dans un éveil spirituel. Il n'y a pas forcément que l'énergie yin qui est importante. Dans un éveil spirituel, on vous demande de prendre la voie du milieu, c'est-à-dire d'avoir autant les pieds sur terre que la tête dans les nuages. Donc c'est très important que vous ayez ça en tête, c'est que vous qui m'écoutez êtes hautement manipulable. Et humblement, avec mon expérience, qui n'est pas nulle, mais qui est certainement loin d'être unanime, je vais essayer de vous donner quelques clés, quelques anecdotes, quelques petites choses pour que vous puissiez savoir faire le distinguo entre les deux, entre quelqu'un qui va faire de la manipulation et quelqu'un qui, au contraire, est juste quelqu'un de normal, mais qui va user un peu de manipulation. Il faut savoir que la manipulation, c'est un spectre, c'est-à-dire que il y a presque personne, je dirais, qui est un manipulateur. Chaque personne va avoir un score de manipulation, on va dire qu'on va lui donner un score sur 10, sachant que les pervers narcissiques, par exemple, ils vont être entre 8, 9 et 10 sur 10 de manipulation, qu'une personne normale, elle va plutôt être à 5, puisque c'est la moyenne, et que un HPI qui est très idéaliste, il va plutôt être du côté des 2, 3. Mais il fait quand même preuve de manipulation. On ne peut pas complètement se retirer le fait qu'on peut être manipulateur. Les seules personnes qui ne sont pas manipulateurs, on va dire que c'est les autistes, et encore pas forcément tous, ceux qui ne savent quasi pas parler ou qui vraiment n'ont aucune notion de ce que c'est que le mensonge, l'omission, la stratégie, tout ça. Il y a quand même pas mal d'autistes de haut niveau qui sont capables de concevoir une stratégie et qui, à leur très faible niveau, là on parle de 0 ou 1, font quand même un tout petit peu de manipulation. Mais donc dites-vous que chacun d'entre vous va se reconnaître également dans le manipulateur. Ce qui va changer, c'est la fréquence à laquelle vous faites ces manipulations, leur qualité, leur quantité en fait, si c'est vraiment des très grosses manipulations, si vous mentez, vous inventez complètement des histoires, ou si vous ne faites que omettre certaines choses par stratégie en fait, pour mieux persuader votre interlocuteur parce que vous pensez que c'est important, et que vous manipulez un petit peu pour la bonne cause, on va dire, ça reste de la manipulation normale. De même, quand votre chère maman vous énerve, la plupart du temps, vous lui dites pas forcément directement qu'elle vous énerve et pourquoi elle vous énerve. C'est un peu l'adage, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et en même temps, quand on fait un éveil spirituel, quand on avance, quand on commence son individuation, on sait bien sûr que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais on rajoute quelque chose en plus qui est à ce moment-là, de cette manière-là. Toutes les vérités, en fait, sont bonnes à dire, mais il y a toujours une façon de les dire, et un moment pour les dire qui est important et qui doit être choisi absolument. Et donc, lors d'une individuation, qu'elle soit par différents moyens, thérapie, psychothérapie, psychanalyse, spiritualité, ésotérisme, etc., etc., on va aller vers plus de vérité, plus d'authenticité, beaucoup moins de manipulation, même de la manipulation très simple et très angélique, telle que je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Mais on tend toujours vers, et on a toujours des choses à travailler. Et dans ces différentes vidéos,
je vais aborder un peu les différentes choses à pouvoir travailler justement avec vous. On va bien sûr parler des 4 ficelles de la manipulation qui sont la séduction, la victimisation, la culpabilisation et l'intimidation. Mais on va aussi parler concrètement de différentes choses. Et il y a un commentaire sur les réseaux là qui m'a intéressée, notamment comment on fait la différence entre une relation toxique, donc c'est-à-dire où il y a un manipulateur et un manipulé, d'une relation de flamme jumelle. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est une question qui, pour nous tous, flammes jumelles, on s'est tous posé la question, que ce soit côté chaser ou que ce soit côté runner. J'ai souvent cru et dit que c'était une relation toxique, que je devais être sous une emprise toxique également, mais c'était quand j'étais dans le plus mal. Et de même, mon autre a également dit que notre relation, lui, était toxique. Et donc m'a également traitée de manipulatrice. Mais il s'en rendait pas forcément compte. De la même manière, je l'ai fait. Les deux peuvent se croire dans une relation toxique. Et ce sera l'objet de ma prochaine capsule audio. En attendant, si vous avez des choses à noter que vous avez oubliées, puisque ma liste est non exhaustive, bien sûr, dans la dualité manipulateur-manipulé, surtout, faites-m'en part dans les commentaires, likez, partagez, etc. si vous avez aimé cette vidéo, et je vous souhaite une très belle journée ou soirée, c'est selon. Au revoir.